Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet ou plutôt une loi qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et surtout un de ses articles. Mais d'abord, je vais présenter mes deux invités. Je suis ravie de les accueillir. Denis Plat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien officier de l'armée de terre, spécialiste de la chasse et vous êtes également fondateur de Chroniques Cinégétiques. Oui, c'est ça. 35 ans passés au sein de l'armée française. Et puis une reconversion passion aussi dans le domaine de la chasse. Et oui, en effet, j'ai fondé Chronique Cinégétique depuis maintenant 3 ans, un média Internet qui veut défendre, promouvoir une chasse raisonnée, une chasse responsable et une chasse en lien avec une civilisation. Voilà, c'est extrêmement important de le dire. Oui, puis vous m'aviez dit, vous élargissez aussi vos thèmes, enfin, ce n'est pas que la chasse. Non, j'essaie d'élargir un petit peu à des sujets connexes à la chasse, les sujets liés à la ruralité, au monde rural, et évidemment, ça touche l'agriculture. Mais j'ai aussi parlé du fait que les jeunes ruraux étaient un peu oubliés et méprisés par le pouvoir central, puisque on voit que, enfin, des études montrent qu'ils sont bien moins diplômés, hein, 20% moins diplômés que les jeunes urbains alors qu'ils ne sont ni plus bêtes ni moins cultivés, mais ils sont oubliés. Donc tout ça, c'est un ensemble de sujets qui sont connexes à la chasse, connexes à cette passion, mais qui sont extrêmement importants car ils sont des sujets de société et constituent des questions importantes pour l'avenir de notre pays. Voilà, c'est extrêmement important. Oui. Et je vous ai invité parce que vous avez interviewé Jean-Paul Pelleras récemment sur justement le sujet dont on va parler aujourd'hui. Jean-Paul Pelleras qui est déjà venu, qui a été interviewé plutôt par notre chère Clémence. Donc je le rappelle pour nos auditeurs, Jean-Paul Pelleras qui est un ancien agriculteur. Je pense qu'on reviendra probablement sur les raisons qui font qu'il n'est plus agriculteur aujourd'hui. Il est journaliste agricole et il a tenu pendant longtemps le journal L'Agri. Il a écrit Le Sacrifice paysan, qui a été réédité récemment, et il tient également une chronique dans Le Point. Laurent Lesage, bonjour. Lesage, pardon. Bonjour Axel, bonjour Denis. Donc, vous êtes journaliste d'enquête, réalisateur de reportages et vous avez fait de nombreux reportages pour le groupe M6. Et vous êtes également cofondateur avec François de Rugy de la chaîne YouTube Et si l'économie sauvait l'écologie. Oui, c'est ça. Alors moi j'ai une carrière de journaliste assez classique avec une trentaine d'années à la télévision, notamment pas mal d'années passées au sein du groupe TF1 et puis ensuite un peu de pige, comme on dit dans le métier, sur diverses chaînes, notamment publiques, France Télévisions, Arte. Mais je ne suis pas resté très longtemps. Et ensuite, je suis resté très longtemps comme grand reporter pour les magazines d'information du groupe M6 et notamment pour l'émission Capital. Donc moi, ma passion, c'est l'enquête, l'investigation, plutôt dans une forme de récit télévisuel. Pour diverses raisons, j'ai eu envie de créer mon média. Souvent, je faisais les mêmes diagnostics que François de Rugy. Alors, c'est vrai qu'on vient pas du tout du même univers, mais le hasard de la vie professionnelle nous a fait nous rencontrer parce que lui était un homme politique important et que moi, je couvrais aussi un certain nombre d'événements politiques. On a continué à échanger assez régulièrement et on faisait le constat que bah, les enjeux écologiques et économiques n'étaient pas très bien traités de notre point de vue sur les médias dits traditionnels et qu'en l'occurrence, il y avait un certain nombre de failles dans les récits, un certain nombre d'erreurs. Où on se disait, bah, il faudrait qu'on crée un média qui puisse corriger tout ça. À la fois être plus positif sur les solutions qui émanent du terrain, des entreprises, des agriculteurs, en faveur de bonnes pratiques écologiques. Et puis aussi, on s'est dit qu'il fallait déconstruire, comme disent les écologistes, un certain nombre de discours écolos qui nous paraissent complètement hors sol et qui nous paraissent destructeurs même pour l'écologie et surtout pour l'économie. Et donc, en fait, on se dit, nous, que c'est uniquement avec des solutions
économiques viables, enfin en tout cas des solutions économiquement viables, qu'on va réussir à avoir de bonnes pratiques écologiques. Et que ce sont surtout des startups, des entreprises, de tous les acteurs de l'économie réelle que viendront les solutions qui vont permettre, chez nous, mais aussi un peu ailleurs, d'arriver à de bonnes pratiques qui soient vertueuses pour l'environnement et pour la planète. Voilà, c'est un petit peu ce qui est à la base de notre émission. Donc, on a fait cinq grandes émissions sur notre chaîne YouTube. Je redonne le nom, Et si l'économie sauvait l'écologie? Et on essaye de traiter chaque sujet en partant de zéro, c'est-à-dire en ne reprenant pas le discours ambiant de la presse dominante sur le sujet, parce que on trouve qu'il y a énormément de biais de traitement. Et voilà. Et puis on fait appel assez souvent à des scientifiques, comme vous pourrez le constater sur notre chaîne. On essaye d'aller chercher nos informations sur les faits, sur la science et sur le terrain pour être le plus complet possible et le plus juste possible sur chacun des sujets qu'on traite. Et parmi ces sujets, il y a celui du jour. Nous avons fait une émission, la quatrième, sur la loi du plomb et en particulier sur un des articles de la loi du plomb. Donc on l'a sorti au mois de mai parce que c'était juste avant le vote à l'Assemblée nationale. C'était sur l'acétamipride. Quand on a sorti l'émission, je pense que peu de gens savaient ce que c'était. Et donc, en fait, ça paraît un peu insensé de s'adresser au grand public en faisant une émission sur l'acétamipride, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en ont entendu parler. Et si vous n'avez pas encore fait votre religion sur le sujet, ben, je vous invite à aller regarder notre émission. Merci Laurent. Oui, c'est vraiment le sujet de votre émission, de votre chaîne, pardon, je le rappelle. Et si l'économie sauvait l'écologie? Son titre, d'ailleurs, son nom et vous vous en cachez pas, est volontairement provocateur, en tout cas pour les militants, C'est pour ça. certains militants écologistes, c'est vraiment, c'est un petit peu le diable, même Oui, l'économie et l'écologie mis ensemble, pour eux, on le fait exprès parce que on l'a fait exprès parce qu'on s'est dit que on a constaté qu'en fait, dans les postures de l'écologie politique, et quand je parle de l'écologie politique, je parle à la fois du parti principal écologiste qui est Europe Écologie Les Verts, mais aussi des ONG. Bah, dans leur posture, dans leur discours, on voit très bien que en fait il s'attaque assez systématiquement à tout ce qui est industrie, à tout ce qui est agriculture, en tout cas à tous ceux qui produisent en France. Et ça, moi, ça m'exaspère profondément parce que c'est ce que je leur dis assez souvent. On peut arrêter de produire tout ça en France en voulant être les plus vertueux, mais on va plus rien produire en France et on va tout importer. Et est-ce qu'au final, vous aurez l'écologie? Bah non, parce que ce que vous allez importer sera encore moins vertueux que ce qui est produit en France. Donc en fait, je trouve que ces gens, avec ces postures et ces raisonnements, ne contribuent pas à plus d'écologie, mais ils contribuent à moins d'écologie. C'est-à-dire que euh, plus ils font disparaître des productions en France, de par leur discours, leur posture, plus ils nous éloignent du bon sens et de produits qui soient favorables à l'environnement et à notre bien-être et à notre santé. Donc en fait, on a pris ce pied de nez au niveau du titre parce qu'on a voulu leur dire que bah, nous, justement, on considère que c'est la production en France et que c'est l'économie qui vont nous permettre d'être meilleurs sur le plan écologique. Et donc, en fait, je pense que beaucoup de gens réagissent sur le titre en se disant mais ils sont fous, l'économie, ça s'oppose à l'écologie. Bah non, justement. Et il faut faire en sorte que ça ne s'oppose pas, comme l'agriculture, pour revenir à notre sujet du jour, ne doit pas s'opposer à l'écologie. C'est ce qu'a encore dit la ministre Annie Genevard ces derniers jours. Donc je pense que c'est un petit peu ça le challenge qu'on s'est fixé, François de Rugy et moi. Je rappelle que François, il a pas d'enjeu politique national, hein. Aujourd'hui, il travaille dans le privé. Il a créé cette association avec moi pour produire cette émission. Nous, on est dans une logique où on veut faire bouger un petit peu les mentalités sur le fait que, bah voilà, faut peut-être pas prendre le discours de l'écologie politique pour argent comptant.
peut-être qu'ils disent des choses justes par moment, hein, parfois, évidemment, heureusement d'ailleurs, mais assez souvent, ils sont à côté de la plaque par idéologie et par envie que la France, enfin en tout cas qu'en France, on ne produise que des choses absolument pures qui ne produisent en rien. Alors ils font jamais de balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que quand on utilise un produit comme l'acétamipride, on va en parler, bah oui, il y a une toxicité. Alors elle est très faible, mais oui, sinon ça serait pas un insecticide, évidemment, on est d'accord là-dessus. Et ils ne font pas le bénéfice-risque. C'est qu'à partir du moment où il y a la moindre toxicité, il faut l'interdire. Ce sont des gens qui souhaitent tout interdire. Eh ben, nous, on dit non. On s'oppose à ça. Alors, on s'oppose pas à grand-chose, on est plutôt des constructifs et on a envie de trouver des solutions à la différence des écologistes traditionnels qui, eux, bah, voudraient tout interdire et nous priver d'un certain nombre de nos libertés. Voilà, donc, et Géraldine Wessner, elle rejoint en partie nos analyses, même peut-être toutes nos analyses, je ne sais pas. En tout cas, elle est souvent d'accord avec nous et nous, on est très heureux de lire ce qu'elle écrit dans Le Point. Voilà, et elle est souvent sur notre plateau et elle reviendra à la rentrée au mois de septembre sur la prochaine émission. Donc en fait, avec François et Géraldine, on est un espèce de socle de personnes enfin de trois personnes qui raisonnent, je dirais, à rebours de l'écologie politique, sans être pour autant anti-écologiste du tout. Au contraire, François de Rugy, personne ne peut nier qu'il est écologiste depuis plus de 30 ans. Il a commencé dans une association, il était au lycée, il s'est toujours battu pour l'environnement et il ne changera pas. Mais on essaye de montrer que les écolos traditionnels se trompent de combat. Oui, et vous avez cité Géraldine Wessner que je suis personnellement beaucoup. À chaque fois, ses articles sont très détaillés. Il y a beaucoup de sources scientifiques, ce qui a aussi, ce qui peut manquer sur certains articles. On verra, enfin, on va sûrement en parler par rapport à la loi du plomb. Donc, je rappelle quand même pour nos auditeurs que Géraldine Wessner est rédactrice en chef du service Société au Point et qu'elle a écrit plusieurs livres. Je suis désolée, je ne me rappelle pas du nom de son dernier livre, mais voilà, Alors, moi, je vais vous le dire, Axel. Son dernier livre, c'est Les Illusionnistes. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille parce que c'est un livre dans lequel, alors avec Erwan Seznek, hein, ils sont deux co-auteurs, Erwan Seznek qui est aussi journaliste au Point, il décrypte vraiment sur la plupart des grands sujets toutes les erreurs des décennies passées qui sont imputables à la pensée écologiste. Hein. Le nucléaire, les OGM, bon, je ne vais pas les citer tous, mais il y a un certain nombre de bêtises et de mauvaises décisions politiques qui sont inhérentes à ces prises de position. François de Rugy, il avait un peu dénoncé ça il y a 10 ans quand il avait quitté, enfin en 2015, quand il a quitté les Verts. Il avait sorti un livre que je trouve assez prophétique qui s'appelait Écologie ou gauchisme, il faut choisir. Lui, il n'a jamais été vraiment quelqu'un de gauche, mais bon, il se trouve que pour défendre l'environnement, à l'époque, il y avait quasiment que des formations qui se situaient à la gauche de l'échiquier politique. Et il avait bien expliqué toutes les dérives, à la fois anti-science de l'écologie politique et toutes les dérives gauchistes, c'est-à-dire qu'il voyait bien que le mouvement des Verts bon, devenait de plus en plus idéologiquement très à gauche, et lui, bah, il ne se sentait pas du tout à l'aise avec ça, d'où sa rupture avec eux. Et là, en fait, lui, il a fait une rupture avec l'écologie politique, moi, je fais un peu une rupture avec les médias traditionnels de mon côté. Bah, après, je suis pas du tout anti-presse, anti-média, je trouve ça très bien. Je trouve que la pluralité fait qu'on arrive quand même à peu près à bien s'informer, mais faut avoir l'œil très aguerri. Bon, enfin voilà. Mais je leur fais quand même un certain nombre de reproches et c'est pour ça que j'ai voulu créer mon média indépendant. Et Géraldine, elle est dans le système, dans un journal comme Le Point où elle a effectivement la possibilité d'avoir un certain nombre de lecteurs, un certain nombre de gens qui adhèrent à tout ce qu'elle écrit. Mais elle est dans une position un peu marginale parce que la plupart des confrères, hein, que ce soit Géraldine ou moi, ils sont très très critiques, très sévères par rapport à notre position, puisque apparemment nous ne faisons pas partie du camp du bien. On pourra en reparler. oui. Moi, je voulais dire que le livre de Géraldine Wessner, là, Les Illusionnistes, est remarquable parce qu'il remet vraiment
l'église au milieu du village. Il montre bien la dérive de cette écologie politique qui est de plus en plus politique et de moins en moins écologique. Il est vraiment à lire ce bouquin. Il y en a un autre que j'ai lu récemment sur le même sujet, qui est celui de Bertrand Alliot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais son bouquin Comprendre l'incroyable écologie était vraiment intéressant. Il est dans la même veine aussi. Et on sent qu'un mouvement s'amorce pour démonter le discours de cette écologie politique, qui est en fait une idéologie de la décroissance pure et simple. Et c'est bien dit, bien avoué par certains d'entre eux. La dernière sortie de Sandrine Rousseau qui nous dit mais leur rentabilité, désolé de la vulgarité, je n'en ai rien à péter, c'est révélateur d'un état d'esprit et d'un modèle de société qu'on veut construire et d'un autre modèle qu'on veut construire. Donc voilà, il y a des ouvrages qui commencent à paraître un petit peu. On sent qu'il y a un frémissement dans le monde médiatique, dans le monde politique, et que c'est peut-être pour ça que, à propos de la loi du plomb, dont on parle aujourd'hui, il y a un tel blocage de la part des opposants à la loi. Au-delà des aspects techniques, sécurité environnementale, sécurité alimentaire et autres, qui sont discutables, dont on devrait pouvoir discuter sereinement, je pense que, on est face à un camp qui sent que son monopole de la parole, du discours sur tous ces sujets-là, que ce soit l'agriculture, l'environnement, l'énergie, ces gens-là sentent que le monopole qu'ils avaient sur ces sujets est en train de s'effriter, en train de peut-être d'être combattu et de s'effriter. Et donc, ils s'arc-boutent. Ils s'arc-boutent un peu comme les grognards à Waterloo qui faisaient le dernier carré, et ils tombent dans une outrance absolument délirante. Il suffit de voir le vocabulaire qui est utilisé, hein, empoisonnement, une loi néfaste pour l'histoire de l'humanité. Enfin, on est dans du grand délire. Delphine Bateau, en commission à l'Assemblée nationale, a utilisé un vocabulaire et des expressions complètement délirantes. Le texte même de la pétition l'est aussi. Et on voit que ces dérives, cette outrance, déborde du monde politique jusque dans le monde médiatique, que des journaux qui sont des journaux théoriquement sérieux, qui étaient des journaux de référence, Le Figaro, Le Monde, tombent dans ce piège tendu par le camp de la bien-pensance. Et c'est assez incroyable de voir la mainmise qu'ils ont encore. Voilà. Mais je pense qu'ils sentent que cette mainmise, ce monopole s'effrite et que c'est peut-être pour ça qu'ils donnent dans cette outrance et dans ces excès. Bah, en Et fait, je pense que... Et voilà, allez-y, Axel. parce que vous dites, alors Denis Plat, vous avez dit que qu'ils deviennent qu'ils sentent que leur position s'effrite. Mais finalement, sur la loi du plomb, la pétition a quand même recueilli en 10 jours. Donc je pense que tous nos éditeurs en ont entendu parler. Il y a un sondage qui a été fait d'ailleurs, qui a été fait pour Génération Écologie. Par l'Institut Cluster 17. Quand on regarde d'ailleurs qui dirige l'Institut Cluster 17, on sent bien qu'il est proche aussi de tous ces milieux-là. Toujours est-il que ce sondage nous indique que 89% des Français ont entendu parler de la pétition et indiquent savoir de quoi il s'agit. Résultat, 2 millions de personnes ont signé la pétition. Il y a donc ce qui ouvre un débat, normalement. En tout cas, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dit ouverte pour un nouveau débat sur la loi en septembre. Et les députés LFI et écologistes. D'ailleurs, Laurent Lesage, nous nous étions croisés à l'Assemblée nationale le 8 juillet, lorsque la loi Duplomb a été votée. Les députés écologistes et les filles se sont alliés pour saisir le Conseil constitutionnel. Donc là, ils vont se baser sur la charte de 2005 qui a été introduite, hein, qui a une valeur, enfin, qui fait partie du bloc de constitutionnalité depuis 2005 par Chirac, hein, c'est lui qui l'a introduite. Donc il y a de fortes chances quand même que le Conseil constitutionnel censure plusieurs articles de la loi du plomb. Loi du plomb qui ne comporte que 8 articles, hein. Les députés et les filles avaient déposé plusieurs milliers d'amendements pour la bloquer au maximum. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça pour dire que justement la stratégie des Verts, des écologistes, qui bénéficient de nombreux relais dans les médias,
Et vous vous en êtes d'ailleurs rendu compte, Laurent Lesage, parce que vous-même, vous avez été attaqué, d'abord par le média Vert, vous avez parlé, et ensuite par ses médias amis. Euh, effectivement, pour remettre l'église au village, enfin au centre du village, pardon, on voit vraiment qu'il y a une prise en otage du débat, c'est-à-dire que ceux qui défendent la loi du plomb sont tout simplement taxés de L'empoisonneur. écologistes et les filles. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça permet, mais ça coupe en fait tout débat sur la loi du plomb elle-même, qui visait tout de même à lever, c'était vraiment l'intitulé de la loi, à lever les contraintes à l'exercice du métier des agriculteurs. Donc, il y a un an, avec le mouvement des agriculteurs, il y avait 9 Français sur 10 qui soutenaient les agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, en tout cas tous ceux qui soutiennent une loi qui vise à lever les contraintes euh, pour les agriculteurs, sont taxés, sont étiquetés d'assassins en puissance. Donc c'est euh, C'est assez... contradictoire, mais c'est assez révélateur des sondages qui sont faits dans un sens et dans un autre. Et en fonction de la façon dont vous posez la question, si vous dites à une personne que un produit est particulièrement dangereux et hypothèque sa santé, et vous lui demandez s'il est pour, s'il est contre, il va dire qu'il est contre. Donc en fait, tout ça me semble un petit peu biaisé. Je reviens sur ce que vous dites, Axel. Moi, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel, en droit, ait des choses très précises qui lui permettent de censurer la loi du plomb. Alors évidemment, il y aura sans doute des petits détails, des petites choses qui vont passer à la trappe. Mais sur l'essentiel, je ne vois pas, et notamment sur la septième épître, je ne vois pas pourquoi cet article 2 serait censuré. Ou alors, et ça voudrait dire que le Conseil constitutionnel soit influencé par cette émotion née autour de cette pétition qui a recueilli 2 millions de signatures. Je pense que le Conseil constitutionnel, il est quand même un peu au-dessus de ça et qu'il ne va pas se laisser prendre au piège de cette... je vois pas Richard Ferrand et les autres membres du Conseil constitutionnel se laisser abuser de la sorte. Voilà. Donc en gros, moi, j'ai pas ça. Après, est-ce que le président de la République va promulguer la loi immédiatement? Alors, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision le 7 août. C'est bientôt, parce que le 8 août, ils partent en vacances. Donc, il faut que le 7, ce soit tranché. Et derrière, il y aura promulgation ou pas par Emmanuel Macron. J'imagine qu'il va y avoir une vraie volonté de la part des écologistes de réclamer à ce que le président ne promulgue pas la loi tant que effectivement il n'y ait pas ce débat à l'Assemblée nationale qui est légitimé par le nombre de signataires de la pétition, sachant que c'est un débat sans vote, hein, qui ne donnera pas un lieu, on ne va pas revoter une deuxième fois pour ou contre la loi du plomb. D'ailleurs, je rappelle il y a une centaine de voix d'écart. Enfin, je veux dire, c'est pas un vote ultra serré à 3 voix près. Il y a quand même une centaine de voix d'écart en faveur de la loi du plomb. Donc on n'est pas dans un truc où voilà, il y en a un qui n'était pas là et du coup ça a tout fait basculer. Non, les chiffres sont clairs et nets. Donc moi, je pense que cette loi, elle finira par passer. Elle est, euh, Elle est effectivement examinée par le Conseil constitutionnel et c'est bien normal, comme tous les textes, il faut s'assurer d'un certain nombre de choses. Après, est-ce que, comme dit Denis Plat, le camp des écologistes purs et durs se sent menacé et comprennent qu'il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent contre leur posture, contre leur discours et contre leurs outrances? Peut-être, sans doute. Après, moi, je dirais que je m'élève surtout contre leur hypocrisie et surtout contre une forme de malhonnêteté intellectuelle permanente. Denis Plat parlait de ce qu'a dit Sandrine Rousseau. Euh, Effectivement, ce qu'elle a dit est indigne, enfin, de mon point de vue en tout cas. Pour autant, je trouve que Sandrine Rousseau, elle a le mérite de la clarté et d'une certaine franchise. Je me permets quand même de préciser, Sandrine Rousseau, bon, que j'en pense. Voilà. Mais je tiens quand même à préciser qu'elle n'avait pas seulement dit je n'en ai rien à péter de leur rentabilité en parlant des agriculteurs. Ouais. Deuxième partie,
La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité et de notre santé, ce n'est pas de la rentabilité, c'est de l'argent sale. C'était juste pour préciser, pour pas Ouais. défendre non plus, ces propos. Non, mais je la défends pas, vous allez comprendre. Moi, mais moi, au moins, je lui trouve le mérite de la franchise. Parce que c'est elle qui nous a dit, parce que les autres le disent pas, et c'est les autres que je trouve hypocrites dans son camp. Elle nous a dit qu'elle était pour la rupture avec le capitalisme. Elle nous dit qu'elle est pour la décroissance. Elle nous dit qu'elle n'a rien à péter du revenu des agriculteurs. Donc en fait, elle est très claire. Elle propose quelque chose à laquelle moi je suis totalement hostile et je considère complètement aberrant, mais au moins elle n'avance pas masquée. Et je trouve que les ONG, un certain nombre d'ONG et un certain nombre d'élus verts, eux, ils ne disent pas ça. Ils avancent beaucoup plus masqués sur ce truc-là. Ils mènent toutes leurs actions, soi-disant au nom de notre santé, d'un meilleur environnement, voilà. Mais sur le plan politique, c'est pas très clair. Ils sont pas du tout dans la même logique que Sandrine Rousseau, qui nous dit très clairement qu'elle veut tout faire péter parce qu'elle, en gros, elle rejette le capitalisme et elle rejette tous les fondements de cette société. Donc en fait, oui, qu'il y ait des gens qui se rebellent contre ça, qui, alors moi j'en fais sans doute partie, hein, et qui pensent que l'écologie, ça peut pas être ça, c'est complètement désastreux comme façon de penser, et qu'il y en a d'autres, c'est bien. Et moi je suis là pour faire réfléchir aussi un certain nombre de mes confrères, hein. Je pense que dans le journalisme, il y en a un certain qui doivent dans les chaînes de télé, de radio et dans les journaux se dire bah, on va peut-être arrêter de relayer sans discernement la parole des ONG ou la parole des élus écologistes. Donc je pense que c'est en train de bouger, comme vous venez de le dire. Mais ça va prendre du temps parce qu'effectivement, c'est compliqué quand on est journaliste, qu'on veut faire carrière, si on prend des positions qui sont un petit peu contre les vents dominants, on va dire. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais effectivement, les choses bougent. Vous avez peut-être vu comme moi, il y a les électrons libres qui sont arrivés, qui sortent un certain nombre d'articles que je trouve vraiment hyper intéressants. Et, voilà, donc il y a des nouveaux médias qui se créent. Le nôtre en fait partie, mais on n'est pas les seuls. Et on en a besoin parce que tous les jours, on prend des coups, hein, évidemment. Mais l'article justement des électrons libres sur les néonicotinoïdes et l'acétamipride était assez clair, synthétique, et j'ai trouvé mesuré, puisqu'ils ne nient pas un certain nombre de problèmes, mais qu'ils mettent bien dans la balance les deux aspects de la question. Enfin bon, puis les deux aspects de la question, ils sont clairs, ce sont des modèles de société, hein. Est-ce qu'on veut d'un côté, enfin, il y a des gens qui veulent d'un côté une France qui continue d'être forte, d'être souveraine, qui soit capable d'affronter les défis du monde moderne. On voit encore récemment, hein, avec l'accord désastreux signé entre les États-Unis et l'Union européenne, que si on est faible, eh bien on est mangé tout cru. Est-ce qu'on veut être faible ou retrouver une certaine forme de puissance? Et dans ce cas-là, bah, il y a des choix à faire. Et puis de l'autre, il y a ceux qui veulent et prônent la décroissance, qui ne voient que par cette idéologie-là. D'ailleurs, il y a un géographe, hein, qui dit bien que si on va jusqu'au bout de cette logique de décroissance, ce géographe, c'est Christophe July. Il dit que bientôt la France sera découpée entre deux zones, les grandes métropoles et le reste, Métropolia et Périphéria. Et c'est ce que dit aussi Jean-Paul Pelleras dans son dernier livre. Ces gens-là ne veulent plus d'une campagne qui soit un lieu de production, mais que cela devienne un lieu de loisir pour le plus grand plaisir de certains urbains, citadins, avec des pistes de VTT, des circuits de rando et puis des zones dédiées au réensauvagement. Dans ce cas-là, l'agriculture n'a plus sa place dans ce modèle de société et il faut qu'elle dégage. Le problème, c'est que on ne produira plus rien, mais la consommation, elle, existera toujours. Et donc, on importera, comme on le fait de plus en plus aujourd'hui, de pays dans lesquels les normes environnementales, sanitaires sont désastreuses. Donc, je crois qu'il y a voilà, des choses à mettre dans la balance en fonction du modèle de société que l'on veut pour demain, pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nous-mêmes aussi. Mais c'est pour ça que cette loi, moi, elle me gêne terriblement.
Parce que je pense que notre souveraineté alimentaire, c'est non négociable, en fait. Et on a, dans le contexte géopolitique qu'on connaît, besoin de davantage de souveraineté. Alors, après, on peut débattre, souveraineté européenne, souveraineté française. Je pense qu'il faut un peu des deux, mais c'est pas le débat du jour. Euh, je pense qu'effectivement, on a besoin d'unir nos forces avec d'autres pays européens sur un certain nombre de domaines. Et je pense que sur l'alimentaire, moi, je suis plus, en tout cas, dans une logique de me nourrir le plus possible d'aliments produits localement, à proximité de là où j'habite. Et donc, en fait, c'est là où, pour moi, il faut faire en sorte que nos agriculteurs soit à l'inverse de ce que dit Sandrine Rousseau, très, très productif, très compétitif, parce que dès le moindre problème, dès la moindre mauvaise récolte, bah, c'est bien si on exporte un peu, parce que comme ça, si on a moins de récoltes, bah, ce qu'on avait prévu d'exporter, on peut en bénéficier pour notre marché national. Et c'est ce qui se passe de temps en temps, une année sur deux, avec la betterave, des choses comme ça. Bon, donc en gros, euh, c'est important que nos agriculteurs soient compétitifs, qu'on ne perde pas des parts de marché. C'est important pour notre balance commerciale. Tout le monde sait bien que on n'est pas les champions du monde à ce niveau-là, loin de là. Et qu'en fait, les importations qui augmentent, plus d'un poulet sur deux consommé en France, bah, tout ça, c'est assez dramatique. Mais c'est aussi dramatique sur le plan écologique et même pour notre santé. Parce que moi, j'ai fait une enquête sur le poulet brésilien et j'avais pu constater qu'il était élevé à base d'antibiotiques de croissance. Donc, en fait, j'en avais apporté la preuve. Je démontrais que l'Europe n'avait pas prévu dans ses contrôles enfin, n'avait pas listé l'antibiotique utilisé par les Brésiliens dans ses contrôles. Ce qui fait que tous les contrôles qui étaient pratiqués en Union européenne bah, passaient à travers, puisque ils avaient listé, je crois, 80 ou 90 antibiotiques, et qu'il n'y avait pas celui qui était utilisé par les Brésiliens pour élever leur volaille. Donc, en fait, on voit bien que pour notre santé, pour l'environnement, les importations, c'est pas top. C'est même, donc il y a à la fois un enjeu financier, notre balance commerciale, et il y a aussi un problème de santé et d'environnement. La meilleure solution, c'est de produire localement, de faire confiance à nos agriculteurs. Alors effectivement, il faut être vigilant, il ne faut pas les laisser faire n'importe quoi, mais moi, à chaque fois que je vais faire des reportages chez les agriculteurs, j'ai jamais l'impression qu'ils font n'importe quoi. Je les trouve très rationnels, plein de bon sens. Je les trouve toujours, enfin voilà, beaucoup plus que je ne le serais, susceptibles de trouver des solutions pertinentes, intelligentes, qui arrivent à concilier leurs objectifs de production et les objectifs environnementaux. Donc en fait, c'est ça que cette loi doit mettre en œuvre, la loi du plomb, c'est leur permettre de faire en sorte qu'ils aient moins de contraintes et plus de possibilités de de protéger leurs cultures qui sont attaquées par les ravageurs. Si vous allez sur notre chaîne, vous allez voir ce qui se passe pour la noisette, aussi pour le pruneau, pour les pommes. Enfin, on a fait plusieurs reportages auprès de différentes filières agricoles. Et vous allez voir que déjà, ils recherchent, toutes ces filières recherchent des méthodes naturelles pour s'opposer aux ravageurs qui détruisent leurs récoltes. Que c'est en cours, qu'ils n'ont pas attendu, enfin voilà, le débat là sur l'acétamipride pour être à fond dans ces recherches. Toute leur filière travaille, notamment sur la noisette, c'est assez probant ce qu'on a pu montrer. Ils ont trouvé vous savez, la noisette, elle est attaquée par la punaise diabolique qui nous vient d'Asie, malheureusement, qui est arrivée en Espagne par des containers venue d'Asie. Et elle est remontée comme ça sur le territoire. Elle remonte petit à petit. Je crois qu'on n'en a pas encore trop en région parisienne. Mais tout le sud-ouest est déjà très, très attaqué, très infecté par la punaise diabolique. Et donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que bah, la filière et l'Association nationale des producteurs de noisettes, elles développent une méthode naturelle avec un petit insecte, une espèce de petite guêpe
qu'il cultive, qui est capable de pondre dans les œufs enfin, qui est capable d'aller pondre dans les œufs des punaises diaboliques et de faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Et donc, en fait, cette méthode naturelle, elle est en cours, mais ça prend des années à mettre en place le protocole, à savoir combien il faut en mettre, à quelle distance, tous les combien. Et donc ça, c'est un travail qui est fait dans les filières. Parce qu'effectivement, il faut arrêter de dire que les agriculteurs ne pensent qu'à traiter avec des produits phytosanitaires. Personne ne dit que c'est la panacée, les produits phytosanitaires. Mais on en a besoin. On en a besoin tant qu'on n'a pas trouvé des méthodes naturelles efficaces. Et d'ailleurs, l'article du Monde était un scandale ces derniers jours pour dire qu'il y avait plein d'alternatives à l'acétamipride. C'est pas vrai. Et donc, en fait, il y a un travail qui est fourni, ça va prendre des années. En attendant, il faut autoriser à petite dose, comme l'a fait l'EFSA, l'acétamipride, pour permettre à nos agriculteurs de se défendre, d'être compétitifs, parce que sinon, eh ben, en fait, on se fait bouffer. Et c'est très mauvais et pour l'agriculture française, et pour notre souveraineté alimentaire, et pour notre santé et notre environnement. Voilà. Oui, et puis il y a vraiment une manipulation, notamment de la part de Delphine Bateau, donc députée écologie et sociale, qui, lors de la commission de développement, euh, Développement durable, oui. développement durable, oui, qui indiquait que l'acétapyride serait utilisée partout, même quand il n'y en a pas besoin. Alors que non, a priori, enfin, apparemment, elle n'a pas lu le texte, parce que la loi dit clairement qu'il y aura une dérogation qui sera accordée par décret et à titre exceptionnel, et qu'en plus, les deux ont été largement abaissés par l'EFSA, enfin, les recommandations de l'EFSA et de l'ANSEE ont abaissé au maximum les doses d'acétempyride. Hyper encadré. Mensonge total de cette députée qui était la première, nous l'avions vu à l'Assemblée nationale à la sortie du vote. D'ailleurs, il n'y avait que les députés et les filles écologistes qui étaient présents. Il n'y avait aucun député ayant voté pour défendre la loi. Il n'y avait que les députés qui étaient contre. Qui était là pour répondre aux médias à la sortie du vote alors qu'il venait de gagner une bataille politique. C'est-à-dire qu'aucun député ayant voté pour n'a eu, alors je ne sais pas si c'est une question de courage, une crainte d'être étiqueté ensuite par ces députés, par ces militants. Toujours est-il que cela a permis aux députés écologistes et LFI de pouvoir répondre à France Info, France Info qui était le seul média présent à la sortie du vote, et donc d'imposer leur narratif tout simplement dans la sphère médiatique. Ils s'arc-boutent sur des positions absolument intenables. Ça ment, ça manipule, ça désinforme, car ils sentent que leur monopole s'effrite. Et je crois quand même que quand Delphine Bateau dit que les agriculteurs vont traiter partout, en tout temps et en tout lieu, c'est à la fois faux réglementairement et légalement, puisque ce n'est pas ce que prévoit la loi. Et puis d'autre part, c'est complètement faux économiquement. Les produits phytosanitaires ont un coût. Les paysans, les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de les gaspiller et de les utiliser n'importe comment. Ça a un coût à l'achat, mais ça a aussi ça demande du temps et puis des matériels, des outils pour les diffuser, les épandre. Donc tout ça, ce serait un modèle économique intenable si de nos agriculteurs devaient se fichent complètement de cet aspect-là. Donc évidemment, l'agriculteur, il doit aussi les bénéfices à prendre et à prendre en compte. Un produit phyto a un coût, il ne peut pas se permettre de le gaspiller et de plus, c'est encadré par la loi. Donc encore une fois, on a des députés qui mentent de manière éhontée, alors soit parce qu'ils sont incompétents, soit parce qu'ils sont dogmatiques et enfermés dans une idéologie. Le plus grave, c'est que des journaux, et puis pas n'importe lesquels, alors évidemment, si on lit Reporter ou d'autres médias de ce genre-là, il ne faut pas s'attendre à autre chose, mais quand des journaux, comme le disait Laurent Lesage, comme Le Monde, qui titre, selon l'ANSES, des alternatives existent,
Ça, c'est le titre. Mais quand on lit l'article ensuite, on s'aperçoit que ce n'est pas l'ANSES qui a dit ça, que c'est un chercheur de l'INRAE, et que, au contraire, l'ANSES dit le contraire, et que pour le moment, il n'y a aucune alternative crédible à cette molécule. Donc, il y a clairement une désinformation, voire du mensonge de la part des médias. Alors, De- moi, je ne vais pas me lancer dans une analyse politique profonde. Peut-être que vous êtes plus à l'aise que moi pour ça. Je pense que quand même, il y a des échéances électorales qui arrivent, hein, 2026 municipales, 2027 présidentielles. Je pense que les Verts, c'est un peu leur façon d'exister, d'être présents sur ces thématiques-là. Donc en fait, ils sont dans la nécessité de faire beaucoup de bruit pour susciter un vote d'adhésion par des populations urbaines surtout, qui en fait bah, ne comprennent pas particulièrement bien tous ces enjeux comme nous en débattons ce matin. Et je pense que c'est leur façon d'exister, d'essayer de faire proliférer leurs petits 5%. Je ne sais pas combien ils ont eu aux dernières élections européennes, je crois que c'était de cet ordre-là, peut-être même un peu en dessous, je ne sais plus. 4,6 Jadot, il me semble. Ah non, la dernière fois, c'était Marie Toussaint aux dernières européennes. Ah, je parlais de présidentiel, ok, pardon. D'accord. Et donc en fait, je pense qu'ils ont besoin d'agiter des totems comme ça fait partie des grands symboles de leur cause, voilà. Et puis je pense aussi que ils sont vraiment convaincus que cette agriculture-là n'est pas la bonne, qu'il faut faire une agriculture biologique partout, en tout temps et en tout lieu sur le territoire français. Et ça, c'est une erreur, mais tragique. Tragique, parce que, en fait, c'est comme si alors, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, parce que si on faisait ça, bah, ça voudrait dire baisse des rendements, baisse de la productivité, baisse de la souveraineté alimentaire. Et si on faisait ça à l'échelle de la planète, bah, on n'aurait plus la population, plus du tout. Donc en fait, c'est un non-sens absolu. Mais en fait, ils sont convaincus de cela, c'est-à-dire que la seule agriculture qui trouve grâce à leurs yeux, c'est l'agriculture biologique. Moi, j'ai rien contre le bio. Ce que je souhaite, je suis quelqu'un, moi, je suis profondément pour la liberté de chacun. Si les gens ont envie de manger du bio, c'est très bien. J'en mange aussi. J'ai rien contre. Mais je pense que c'est un équilibre et que il faut pas décréter que toute l'agriculture doit être biologique. D'ailleurs, on aurait bien des critiques à faire sur l'agriculture biologique quand on voit le cuivre qu'il y a dans les sols. Je vais parfois au moment des vendanges en Champagne. Et j'ai des amis vignerons qui me disent, oh, regarde, là, ceux-là, ils font du bio. Et ils mettent 5-6 fois plus de cuivre qu'il n'en faudrait en traditionnel entre les rangées de vignes. Et voilà, donc il y a, par bien des aspects, le bio n'est pas si propre que ça. Et donc, en fait, malheureusement, c'est leur religion. Et donc, le modèle d'agriculture qui est plus traditionnel, alors pour eux, ça a tous les mots. C'est intensif, c'est industriel, c'est voilà. Mais quand on les écoute, c'est assez marrant. Il y avait Marine Tondelier une fois, elle décrivait l'agriculture qu'elle aime. On avait l'impression, on reprend tous l'expression, ce qu'elle aime, c'est Martine à la ferme, hein. C'est ce qu'on dit assez régulièrement, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir à une agriculture qu'on a connue pour les plus anciens d'entre nous, après-guerre, où chaque ferme faisait un petit peu de polyculture, avec quelques poules, quelques vaches, quelques cochons. Voilà, mais ça, c'est totalement déraisonnable. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens, aucune rentabilité, aucune rationalité économique. Et c'est désastreux parce que l'enjeu de l'agriculture, je le rappelle, c'est de nourrir les hommes et les femmes et de faire en sorte voilà, qu'ils mangent, que l'on puisse manger sainement et se nourrir sainement. Et ça, pour qu'on ait des quantités suffisantes, eh ben, je suis désolé, il faut une agriculture dite traditionnelle. Moi, je veux bien qu'il y ait un peu de bio à côté, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très bien. Mais je considère que si on veut faire le sacrifice de l'agriculture traditionnelle, ben, on fait le sacrifice de notre pays,
On fait le sacrifice des Français et des Françaises parce que ça ne nous mènera nulle part, si ce n'est qu'à une dépendance à des produits étrangers qui seront nettement inférieurs en qualité à ce que nous connaissons ici. Je crois que ça va même au-delà de l'agriculture bio, parce que l'article du Monde, un article du Monde là, publié récemment disait il faut installer 1 million de paysans dans les campagnes, qui est la seule façon de limiter le recours aux pesticides. Je vais regarder qui était le signataire de cet article. C'est un certain Nicolas Mirouz, qui est vigneron dans les Corbières, pas loin des Pyrénées, et ce monsieur travaille en biodynamie. Vous savez, la biodynamie, c'est un ensemble de procédés plus ou moins ésotériques, influencés par l'anthroposophie, impulser la vigne, sa rigidité, favoriser son élévation vers le ciel, enfin bon, avec des méthodes assez surprenantes. Bon, ce monsieur travaille sur 25 hectares de vignes et vend son vin à un tarif certain. Donc, est-ce que c'est un modèle viable pour une économie agricole à l'échelon national? Je ne le pense pas. Donc, installer 1 million de paysans dans les campagnes, bon, d'abord, hormis l'aspect biodynamie, ça fait aussi penser à des épisodes un peu sinistres de l'histoire et qui n'ont pas donné de grands résultats au niveau agricole. Donc, voilà, on donne encore une fois dans l'outrance et on donne la parole à des gens qui sont sans connotation péjorative, hein, qui sont des marginaux dans l'agriculture. La biodynamie, c'est un secteur agricole, une méthode agricole un peu particulière. Là aussi, liberté de faire, bien évidemment, les gens ont la liberté de l'utiliser ou pas, cette méthode, mais est-ce que ça doit devenir un modèle économique national? Je ne le pense pas, parce qu'il y a encore une fois, il faut penser à l'indépendance et à la souveraineté d'un pays, et ça, ce n'est pas possible avec ce genre de méthodes agricoles. Et surtout quand il y a déjà un tiers des ménages, enfin des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est il y a une déconnexion aussi quand on dit on va implanter 1 million d'agriculteurs dans les campagnes, alors qu'il y a déjà un tiers sur les 400 000 à peu près en France qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Il y a des milliers d'offres d'emploi dans le secteur agricole qui ne sont pas pourvues actuellement. Il y a des milliers de fermes et d'exploitations agricoles à reprendre et il n'y a pas de repreneurs. Donc, je ne vois pas autrement que par la force et la contrainte, comment on pourrait arriver à installer 1 million de personnes dans l'agriculture en France. Donc, non, je crois il faut rester raisonnable et mesuré et comprendre qu'en effet, comme le disait Laurent Lesage, il faut faire l'équilibre entre bénéfices et risques et que si une molécule comme l'acétamipride présente peut-être quelques risques, ses bénéfices sont bien plus importants au niveau de l'agriculture et donc au niveau du pays. Voilà, le bénéfice-risque est à prendre en compte. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment la déconnexion par rapport à l'économie. C'est-à-dire que toutes les idées, quelles qu'elles soient, qui émanent du camp écologiste et aussi des insoumis, il faut bien le dire, c'est complètement déconnecté des logiques économiques et aussi de ce que souhaite le consommateur. C'est-à-dire que vous exigez du bio partout, en fait, qui va payer? Est-ce que les foyers français et on voit bien ce qui se passe dans les supermarchés, les parts qui sont dévolues au rayon bio, ça me nuise parce qu'ils s'en vendent de moins en moins. Donc, est-ce que les foyers français vont être capables d'acheter des produits plus chers compte tenu de leur pouvoir d'achat? Bah non, il y a un décalage entre effectivement cette volonté de tirer vers le haut tout ce qu'on produit en France, avec effectivement des rendements moindres. Donc, même s'il y a une qualité accrue, bah, ça veut dire qu'on est obligé de le faire payer plus cher au kilo aux consommateurs. Et ça, alors, sauf à augmenter les salaires de manière vertigineuse, on n'aura pas une clientèle suffisante pour ces produits-là, ce qui veut donc dire hausse des importations pour avoir des produits de base à pas cher. Et on est dans une impasse absolue. Donc, moi, ce que je dénonce aussi à travers tout ça,
c'est l'incapacité d'avoir des idées pour le camp écologiste et d'avoir des positions et d'avoir un discours qui soit en phase avec la réalité et avec les usages, les pratiques de consommation qu'ont les Français aujourd'hui. Les Français, ils recherchent quand même des produits à un prix très compétitif. Et c'est important que notre agriculture, elle soit compétitive parce qu'effectivement, on n'a pas aujourd'hui des Français qui ont un pouvoir d'achat exceptionnel et en tout cas qui peuvent élever leur pouvoir d'achat alimentaire de manière significative. Donc, si on allait vers plus de bio, vers plus d'exigences, ce serait dramatique parce que ce serait pas en phase avec les besoins des Français, encore une fois. Ensuite, quand vous parlez de ce qu'a dit Le Monde, c'était une référence, je devinais dans ce que vous disiez, Denis, une référence à ce qui s'est passé sous Pol Pot au Cambodge, malheureusement, dans les années 70, où effectivement les intellectuels, les médecins, tout le monde a dû aller travailler à la terre, hein, et ça a été effectivement, vous l'avez dit, désastreux pour l'agriculture, mais ô combien désastreux sur le plan humain. Ça a été un massacre, comme chacun sait. Mais là, alors, il ne s'agit pas de ça. Attention, on ne va pas les accuser de vouloir générer un massacre, et c'est pas ça. Eux, ils raisonnent pas comme ça. Ils raisonnent en se disant, il faudrait qu'on ait une agriculture totalement vertueuse et biologique. Ça nous paraît être le modèle le plus vertueux. Ce en quoi, bon, on peut comprendre. Mais encore une fois, ça ne va pas plus loin et ça ne résonne pas en cohérence avec l'économie. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'a pas parlé d'un million, il a parlé de 400 000 paysans qu'il faudrait installer. Enfin, en tout cas, 400 000 emplois dans l'agriculture en France qu'il faudrait créer. Et donc, en fait, il y a bel et bien, effectivement, à gauche, une volonté de casser le modèle agricole actuel, qui n'est pas assez, selon eux, qui ne crée pas assez d'emplois. Et alors pour une fois, là, ils veulent créer des emplois. Ils veulent créer des emplois de petits paysans ou en tout cas, de travailleurs de la terre de manière beaucoup plus artisanale comme autrefois, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, hein, j'ai pas lu en détail cette proposition et peut-être que vous avez peut-être qu'il y a des internautes qui vont avoir à compléter ce que je dis, effectivement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un retour en arrière colossal, que c'est encore une fois une solution assez désastreuse pour notre agriculture et que c'est pas comme ça qu'on va être compétitif par rapport aux autres puissances qui nous font face. Juste une petite remarque, hein, et pour revenir à l'acétamipride, les Allemands, ils ne l'utilisaient pas sur la betterave, ils ont décidé de l'utiliser parce qu'ils ont compris que on était, nous en France, alors qu'on a d'habitude beaucoup plus de rendement dans les betteraves que nos voisins allemands, ils ont compris que là, on avait un point faible en, en absence d'acétamipride. Et ils se sont dit, bah, on va piquer le marché aux Français. Bon, alors ce sont nos voisins et amis européens, mais ils sont quand même dans une compétition vis-à-vis de nous. Et ils sont pas fous, les Allemands. Ils se disent, bah voilà, on va leur prendre des parts de marché. J'observe que un certain nombre d'écologistes ou de citoyens écrivent ces jours-ci que la betterave a pas besoin d'acétamipride. Bah, là, tous les jours, moi, je vois des agriculteurs, notamment en Picardie, enfin dans toutes ces régions du Nord où on cultive la betterave, qui font état de jaunisse vraiment importante dans leur plantation, ce qui fait que, grosso modo, effectivement, les rendements vont baisser, donc forcément, la compétitivité va baisser, donc forcément, bah, on ne sera pas bien. Et puis, alors, dernière critique qu'ils font, et ça m'a amusé, c'est un scientifique qui a dit ça sur France Inter l'autre jour. Alors, le scientifique, pour moi, c'est le comble du militant scientifique et qui a dit, bah, de toute façon, on n'a pas besoin de cultiver de betteraves en France, puisque si c'est pour faire du sucre, on peut très bien se passer de sucre. Bon, quand on en arrive à ce niveau de raisonnement,
je ne sais même pas si on peut discuter en fait, parce que c'est une négation et de l'économie et du bon sens. Et alors oui, c'est un scientifique, donc il est sans doute plus érudit que nous. Mais voilà. Donc en fait, je pense que le camp des pétitionnaires utilise énormément de contre-vérités, d'absurdités. Et si on pousse le raisonnement un peu loin, on s'aperçoit que tout ce qu'ils disent en fait, bah, c'est dénué de bon sens. Et ça devrait faire comprendre à tous ceux qui ne s'étaient pas encore penchés sur la question, bah, que cette loi du plomb et que l'acétamipride, c'est nécessaire à nos agriculteurs et qu'on en a besoin dans ce pays pour défendre nos intérêts. Oui, et contrairement à ce que disent certains journalistes qui parlent des rendements mirifiques de la France en betterave sans néonicotinoïdes, les électrons libres dont vous parliez tout à l'heure, Laurent, ont sorti, ont diffusé un petit graphique qui montre bien la chute de production de betteraves lors des années sans nicotinoïdes et en comparaison aux années avec. Et il montre aussi la chute de la production de noisettes. Ouais. Euh, alors là, c'est catastrophique, puisqu'on est à près de moins 40% de production. Donc oui, encore une fois, mensonge et manipulation. Pourquoi? Pour complaire au dogme. Et ça, c'est extrêmement préoccupant au niveau, là, non plus au niveau purement agricole, mais au niveau politique. Oui, et puis outre, pour revenir sur la loi du plomb un peu plus dans son ensemble, il y a deux autres articles qui font tout de même grincer les dents. Le premier, c'est sur l'article 3 qui vise à faciliter la création de bâtiments et l'agrandissement, pardon, ou la création de bâtiments d'élevage intensif. Donc pour les poulaillers, ça permettrait de passer à 85 000 euh, bêtes contre 43 000 avant. Et pour les porcheries, de passer de 2 000 à 3 000 cochons. Mais cela, c'est là où même chose, où il manipule l'opinion, c'est que ça ne concerne que 3% des élevages. Et même chose après, il y a un autre article qui vise à mettre en place, enfin à faciliter, je veux dire, à reconnaître le stockage d'eau qui porterait un intérêt général majeur. Et là, les associations, même chose, crient au loup en disant non, 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 il ne faut surtout pas faire ça parce que il y a un risque parce que ça dévie vers des méga-bassines qui puiseront leur eau à partir des nappes phréatiques. En fait, la gauche manipule, euh, distord la réalité pour amener la population dans son sens, quoi. Mais j'aimerais bien savoir quand même euh, qui a signé la pétition, le profil des personnes qui ont signé la pétition. Je ne sais pas exactement. Ce que je vois, c'est que il y a des influenceurs qui manifestement sur les réseaux sociaux ont incité à faire voter la pétition, enfin faire signer la pétition en expliquant que c'était d'une urgence absolue. Bon, je pense que donc il y a un certain nombre de jeunes qui ont dû mordre à l'hameçon. Alors peut-être qu'il y a des gens sincères hein, qui signent la pétition, qui pensent sincèrement qu'il y a un risque d'empoisonnement, qu'il y a un risque pour leur santé. Moi, je ne dis pas que tous les gens qui signent la pétition sont des gens malhonnêtes ou qui veulent détruire la France. Euh, Dans les signataires, il y a forcément des gens alors il y a des gens qui réfléchissent, hein, et qui sciemment se disent, bah ouais, c'est ça, moi je veux plus de cette agriculture-là, je veux rompre avec le capitalisme, enfin qui adhèrent à ce que dit Sandrine Rousseau, il y en a forcément, hein, il y a pas mal de gens qui pensent ça, malheureusement. Euh, il y a aussi des gens qui sont, et peut-être c'est une majorité, je sais pas, peut-être qu'on aura des sondages là-dessus, des études qui nous expliqueront. Mais il y a peut-être des gens, effectivement, en majorité, qui se font, pas abuser, mais enfin, qui se disent, bah ouais, s'il y a un risque quand même, moi je signe cette pétition parce qu'il y en a ras-le-bol. Le cancer, c'est grave. Enfin voilà. Donc, s'il y a un risque que ces produits nous génèrent un cancer un jour ou l'autre, je signe. Donc, je peux comprendre. Enfin, c'est compliqué de démêler le vrai du faux dans tout ça. Parce que nous, on dit des choses, les autres disent d'autres choses. Je me dis qu'il y a un certain nombre de citoyens qui sont un peu perdus
par rapport à cette information dans les deux sens. Et voilà, après, je pense aussi que il y a un vrai paradoxe, on le disait tout à l'heure, parce que moi j'ai quand même l'impression que les Français aiment bien leurs agriculteurs, que les Français aiment bien manger des produits comme moi, qui soient locaux et qui soient produits en France, comprennent aussi que si on veut défendre l'activité en France, l'emploi en France, bah, ça a plus de sens que de soutenir nos filières que les empêcher d'être compétitifs par rapport aux filières des pays étrangers. Donc, en fait, bon, on est combien? 66 millions de Français. S'il y a que 2 millions de pétitionnaires, c'est effectivement énorme. Mais je sais pas, s'il y avait une pétition dans le sens inverse, bien posée, est-ce qu'il n'y en aurait pas plus? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Moi, je me dis que heureusement, il y a plein de gens aussi qui réfléchissent. Si nos médias commencent à attirer une audience, c'est aussi parce que des gens ont envie d'une information qui soit peut-être plus juste, plus mesurée, plus en phase avec la réalité, qui soit pas hors sol et qui soit pas basée sur une idéologie. Parce que c'est ça qu'on peut reprocher à un certain nombre de médias, même si bon, un certain nombre de journaux, de radio ou de télévision aiment bien aussi tout ce qui est anxiogène parce que ça dope leurs ventes ou leurs audiences. Et donc peut-être que c'est parfois une adhésion à ce que disent les Verts, plus pour des raisons commerciales que des raisons idéologiques. Ça serait à peser et à voir. Mais en gros, il y a peut-être beaucoup de nos concitoyens qui pensent comme nous, qui se manifestent pas, qui signent pas de pétition, mais qui se disent que peut-être qu'on a raison, nous, les uns les autres, de défendre les agriculteurs et la loi du plomb. Je l'espère en tout cas. Mais je considère que les gens qui sont contre, quel que soit le sujet, sont toujours beaucoup plus actifs et beaucoup plus militants que les gens qui sont pour quelque chose. On a toujours une minorité de militants qui s'engagent sur des sujets qui leur permettent d'affirmer une opposition à quelque chose. Et alors que la majorité silencieuse, elle, bon, voilà, elle est beaucoup plus discrète. Vous parliez, Laurent, des influenceurs. Oui, comme d'habitude, on a toujours les mêmes, hein. On a les Hugo Clément et ainsi de suite. Donc je pense que la sociologie des signataires de cette pétition, elle est assez variée, mais elle est quand même, à mon avis, assez circonscrite à un milieu citadin, à un milieu urbain. Euh, voilà. Il y a un aspect aussi dans les gens qui ont appelé à signer cette pétition qui m'a, moi, particulièrement agacé. C'est cette tribune là, signée par quelques chefs cuisiniers. J'ai trouvé ça particulièrement indécent et indigne de leur part, pour deux raisons. D'abord, parce que ces gens-là dépendent des agriculteurs, Mm. puisqu'ils ont besoin de produits, enfin, de légumes, de fruits, de viande, de poissons. Donc, ils dépendent entièrement des agriculteurs. Et puis, d'autre part, tous ces gens-là ont dans leur restaurant, je pense à un d'entre eux en particulier, qui est assez célèbre et très étoilé. Il a une superbe carte des vins qu'on appelle plutôt un livre des vins chez lui. Or, l'alcool, là, pour le coup, est un produit cancérigène de classe 1. Et il a aussi même une très belle cave à cigares. Et là aussi, je suis désolé, mais le tabac, c'est hautement cancérigène. Alors, Mm. il n'a aucun problème à vendre des produits hautement cancérigènes à partir du moment où il fait une marge substantielle dessus. Et par contre, voudrait interdire à tous les agriculteurs d'utiliser une molécule dont on ne sait pas vraiment si elle est cancérigène aux doses utilisées. Moi, cette pétition, enfin cette tribune là, de quelques chefs cuisiniers m'a particulièrement énervé. Et Alors, si dans la région d'un de ces chefs, j'engagerai tous mes collègues à ne plus fournir en quoi que ce soit ce restaurant. Parce que franchement, c'est particulièrement indécent, j'ai trouvé. et l'autre paradoxe, Denis, puis je vais en terminer là parce que je vais devoir vous laisser. L'autre paradoxe, c'est que effectivement, il y a un vrai problème de mesure dans cette histoire. Alors, les restaurateurs, ils ont tout faux, enfin, en tout cas ceux qui ont signé cette pétition. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'acétamiprid, ils s'en consomment plus en France
pour des raisons, enfin chez les particuliers, hein, avec les colliers de chiens anti-puces. Donc, en fait, entre ça et puis certains insecticides, il y a cet amifride qui se consomme davantage dans les foyers domestiques que chez les agriculteurs. Et alors là, ils n'ont absolument pas réclamé cette interdiction. Donc, en fait, on interdit l'acétamipride uniquement en usage agricole, honnêtement. C'est absolument pas rationnel, ça n'a aucun sens. Ça montre bien un acharnement contre l'agriculture et ça montre bien qu'on est de mauvaise foi dans le camp de ceux qui s'opposent à la loi Duplon. Et moi, je suis désolé, hein, mais ça, c'est absolument incroyable enfin, si on veut interdire un produit parce qu'il est dangereux, alors on en interdit tous ses usages. On ne limite pas à un usage uniquement dans l'agriculture. C'est totalement irrationnel et en fait, bah oui, c'est à l'image de cette mouvance politique qui est pour moi complètement hors sol, qui a sans doute parfois des idées généreuses, hein. Ça serait mieux si le monde était plus juste. Bah oui, on est tous d'accord. Mais pour autant, ce sont des gens qui essayent d'appliquer une idéologie sur le monde réel et concret, et ben ça marche pas. Oui, et puis juste pour préciser, cette étude, il reprenait, alors, il me semble que c'était une étude japonaise où ils avaient analysé les cheveux d'enfants. Et les cheveux d'enfants, on ne sait pas si c'est directement lié en fait à l'acétamipride qui a été, enfin, d'origine agricole ou autre. Donc en fait, Ben oui, pas parce tout. que les enfants jouent parfois avec leurs animaux domestiques et donc ils ont peut-être été en lien avec le collier des chiens. Enfin, c'est tellement de mauvaise foi tout ça. Et surtout qu'il faut quand même rappeler que la production agricole en France pèse entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc ces gens permettent de donner des leçons, de mettre une étiquette sur les agriculteurs qui produisent quand même à hauteur de 100 milliards d'euros de richesse en France. Donc il faut quand même pas l'oublier, il faut le soutenir, parce que cela ne repose que sur un peu moins de 400 exploitations. 400 000, pardon, 400 000 Les exploitations. agriculteurs, oui, 380 000, disait Jean-Paul Pelleras Ouais. lorsque je l'ai interviewé. On est en dessous des 400 000, en effet. Voilà. On était 1,6 million dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Il Et y avait entre-temps, 200 paysans au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en France. On oui, est à 180 et quelques mille aujourd'hui, ce qui montre voilà, ce qu'est devenu l'agriculture française qui a été proprement sacrifiée, qui devait être un peu restructurée pour devenir compétitive, certes, mais qui a quand même été bien, bien sacrifiée par nos gouvernements successifs. Le bouquin de Pelleras, hein, j'y reviens, le sacrifice paysan est à lire. C'est un texte assez court, mais qui est assez synthétique. C'est un résumé des résumés, dit-il. Et non seulement il fait un constat, mais en plus il désigne quand même un peu les responsables de cette situation. Et ça, c'est intéressant. Il y en a peu qui osent le dire haut et fort comme il le fait. Mais pour en revenir à l'acétamipride, oui, le gros de l'utilisation, c'est l'utilisation domestique. Et là, bizarrement, comme le disait Laurent, personne ne parle d'interdire cet usage domestique. Voilà. Donc, c'est encore une fois une attaque contre un modèle agricole, Delphine Bateau parlait d'atteinte à la transition agricole. Mais de quelle transition s'agit-il? Est-ce un texte et quelque chose de législatif, national, européen? On n'en sait rien. Et puis, si c'est aussi efficace que la transition énergétique en Allemagne, non merci, on essaiera de faire sans. Voilà. Donc, non, je crois Et tout à fait. moi, pour conclure, je voudrais juste dire que, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est important qu'il y ait une transmission des exploitations agricoles en France. C'est important que des jeunes aient envie de s'engager pour prendre la relève. Et ça, c'est compliqué avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que, effectivement, quand on voit l'hostilité de toute une partie de la classe politique, l'hostilité de donc ces citoyens qui signent une pétition contre l'agriculture française, en fait, hein, bah, en fait, on peut se dire quand on a 20 ans, 25 ans, est-ce que je vais vraiment faire ça? Est-ce que je vais vraiment m'engager là-dedans? Est-ce que je vais pas avoir énormément de contraintes et de gens qui vont me pourrir la vie au quotidien?
Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on se batte. C'est pour aider ces gens et aider, faire en sorte que des jeunes puissent demain s'installer et reprendre les exploitations et maintenir une activité agricole importante dans ce pays. Moi, j'espère qu'ils sauront trouver les solutions favorables à l'environnement, mais j'y crois. Je vois pas pourquoi on aurait des agriculteurs qui seraient hostiles aux enjeux écologiques et planétaires. Donc en fait, retrouvons et maintenons notre souveraineté alimentaire. Ça passe par de nouvelles installations, ça passe par aussi, Axel l'a abordé tout à l'heure, notamment pour la volaille, permettre d'avoir des élevages qui sont non pas industriels et intensifs, comme le dit Hugo Clément, mais des élevages qui soient quand même à des tailles, à des dimensions un peu supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, et c'est ce que contient effectivement un article de la loi du plomb, parce que bah, évidemment, il y a des économies d'échelle, évidemment, pour être compétitif par rapport aux voisins. On a besoin de monter en puissance. Je rappelle qu'un élevage de poulets en Ukraine, c'est 1 million hein, de volailles dans l'élevage. On était à 40 et quelques mille en France. La loi devrait permettre de passer dans les 80 000. On est encore très loin de ce que font les autres, et je ne parle même pas à l'échelle planétaire, la Thaïlande, le Brésil et les États-Unis. Donc en fait, on veut limiter absolument les possibilités pour les agriculteurs français d'être compétitifs. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et il faut encourager les jeunes à aller vers ces filières parce que, on en a besoin pour notre souveraineté alimentaire, pour notre bien-être, pour notre environnement. Et ce sera mon mot de la fin. Denis Pla, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, 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 je crois que Laurent a tout dit. Et puis en effet, c'est vrai, l'aspect dissuasif pour des jeunes de s'engager dans l'agriculture avec une opposition et une hystérie collective telle qu'on la voit actuellement, c'est important. Qui a 10, 16 ans, 17 ans, 18 ans, voyant ce qui se passe actuellement dans les médias, une certaine partie de la population française a envie d'aller s'installer. Donc je pense que cet aspect-là de la chose, des choses est important. Il faut qu'on ait des agriculteurs, que la relève voilà, se mette en place. Et une telle hystérie ne peut que dissuader un jeune d'aller s'engager dans l'agriculture. Et nous en avons besoin d'agriculture. Et c'était donc l'occasion avec cette émission de remettre un petit peu les points sur les i, de finir aussi sur une touche quand même d'espérance, parce qu'il en faut, il faut toujours garder espoir. Et donc, chers auditeurs, mais je vous invite à aller lire, à regarder, pardon, à aller lire les chroniques de Denis Plat, et puis à aller voir la chaîne YouTube de Laurent Le Sage, qui s'appelle Et si l'économie sauvait, si l'économie sauvait l'écologie. Ouh là là, pardon. Merci à tous les deux, merci beaucoup, et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et à vous, Axel.